plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce journal de 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. À la une de ce journal, c'est pas des géants qui sera franchi par la République démocratique du Congo dans l'utilisation des énergies renouvelables. Le chef de l'État a lancé ce mercredi dans la commune de Maluku les travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 1000 MW. Les détails dans ce journal. Les ciels congolais réouverts au monde, les avions atterrissent et décollent après 5 mois de fermeture. Quelles sont les mesures sanitaires prises pour faire face à l'afflux des visiteurs? Dans ce journal, nous irons à l'aéroport international d'Ndjili pour s'en rendre compte. Bonsoir à tous. Un parc solaire en République démocratique du Congo, c'est les énergies renouvelables à portée de main avec une capacité de 1000 MW. La centrale solaire dont les travaux ont été lancés ce mercredi à Menkaou dans la commune de Maluku par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va contribuer à réduire les déficits énergétiques dans les pays. Un projet porté par Sound Plus LTD. Retour sur la cérémonie de la pose de la première pierre dans ces reportages signés Elvira Panzou et Fiston Matondo. Arrivé à 11h25 à Menkaou, dans la commune de Maluku, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 600 MW ce mercredi 19 août à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, de présidents des institutions d'appui à la démocratie et de chefs des entreprises publiques et privées et des corps diplomatiques. Prenons la parole, le directeur général de l'entreprise des Sondi Group Global Holding, Dr Roubars Sondi, a remercié le président de la République pour son implication personnelle et son apport dans ces projets, avant d'indiquer que leur première rencontre avait porté sur la production de l'énergie, la communication et les transports, ajoutant que 90% des employés de cette compagnie proviendront de la main-d'œuvre congolaise. De son côté, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, John Ngobila, a fait savoir que ces projets s'inscrivent dans les processus de combler le déficit d'énergie électrique et de l'eau potable à Kinshasa. Il a par ailleurs indiqué que cette réalisation sera suivie par la construction d'autres centrales, car c'est la première en Afrique et compte parmi les plus grands au monde. Tout grand voyage commence toujours par les premiers pas. La présente cérémonie, espérons-nous, sera suivie par d'autres constructions de centrales d'énergie solaire à travers le pays, à la satisfaction des Congolais. La centrale solaire, dont son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a l'honneur de lancer les travaux ces jours, aura dans sa globalité une capacité de 1000 MW. Kinshasa Solar City est un projet de construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire dans la capitale congolaise. Cette station sera construite à Menkaou, un quartier situé dans la vaste commune de Maluku. Le projet sera exécuté en plusieurs phases, notamment la première phase de 200 MW qui débutera après cette cérémonie de la pose de la première pierre par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour rappel, l'objectif poursuivi est d'éclairer les zones non électrifiées de la ville-province Kinshasa. Bukanga Lonzo peut-il renaître de ses cendres? En tout cas, les constats sur place est amer. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est arrivé sur place en pleine savane de la province du Kwango. Donc, très précision avec Françoise Boelabouaki et Pompon Mumba. À perte de vue, des étendues de terre visiblement non exploitées. Nous sommes sur le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Le lancement des travaux sur ce site avait mobilisé les caméras du monde. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba vient ce mercredi 19 août 2020 inspecter le lieu. Le gouvernement a disponibilisé des fonds pour relancer l'agriculture mécanisée et tenter de diversifier l'économie nationale. Ému, le chef du gouvernement découvre des épandeurs qui n'ont jamais volé, cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés, dont les moteurs ont été retirés et montés sur des ballonnières privées, des tonnes d'engrais chimiques abandonnés, des emballages en décomposition. Le spectacle est affligeant. Comment comprendre ce qui a pu justifier pareil gaspillage de ressources publiques?
quand on sait que des millions ont été engloutis ici, en procédure souvent extra-budgétaire, pour espérer l'indépendance alimentaire. Pour le ministre du Développement rural et son collègue de l'Agriculture, ainsi que la vice-ministre de l'Environnement, il s'agit tout simplement d'un manque d'amour pour le pays. Cette visite du chef du gouvernement a fait renaître un espoir auprès de cette population qui a longtemps attendu pour tirer profit de ce projet national. Des moyens conséquents pour la réserve stratégique nationale, la vice-primature du budget va s'investir pour la dotation de ses services. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean-Baudouin Mahomambeki, a échangé avec les responsables de la réserve stratégique pour examiner la question, les précisions dans ses commentaires de Cédric Keninambo. Les moyens financiers pour permettre à la République démocratique du Congo de faire face aux multiples situations des crises, calamités, des catastrophes naturelles et aussi promouvoir la production agro-industrielle des biens de première nécessité, surtout en cette période de crise sanitaire. Dadi Bidiafou, coordonnatrice de la réserve stratégique nationale, un service rattaché à la présidence de la République et son adjoint l'ont dit au vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo, ayant la charge d'engager les dépenses de l'État. Cependant, en dépit de la situation actuelle des finances publiques impactées par la pandémie du Covid-19, le vice-premier ministre, ministre du budget, a réservé une suite favorable à la délégation de la réserve stratégique. Nous sortons vraiment de cet entretien rassurés parce qu'il a dit que de son côté, il fera tout de manière à ce que la réserve ait de quoi travailler. Nos préoccupations sont plus axées d'abord sur le traitement des travailleurs. Entendu que la réserve qui était dissoute avait tellement de problèmes, nous n'avons pas un budget conséquent pour qu'on puisse revoir la part qu'on alloue à la réserve afin de nous permettre de mieux travailler. Dissoute au mois de mai dernier et recréée en juillet 2020 par ordonnance présidentielle, la réserve stratégique nationale va bénéficier bel et bien des prévisions budgétaires conséquentes pour son fonctionnement au cours de la loi des finances 2021 en cours d'élaboration. Infrastructure, l'on s'achemine vers la fin de travaux des sauts des moutons. Pas tous les cas de celui du carrefour des bonhommes illustre bien l'avancement des travaux un peu partout. Pierre Kibambeso Moïsa nous en dit un peu plus. La dernière ronde effectuée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les différents chantiers de la ville de Kinshasa s'est avéré un coup d'accélérateur aux grands travaux d'infrastructure routière de la capitale. Les sauts de moutons du carrefour des bonhommes sur le boulevard Lumumba est aujourd'hui au stade de finition. Les travaux ont été réalisés à 95%. L'imposante infrastructure a été posée sur toute sa longueur de 272 mètres. D'une largeur de 14 mètres, la chaussée aura 4 bandes aller et retour. Un séparateur en béton a été érigé entre les deux voies. Il ne reste plus que le marquage sur la chaussée et des signalisations. On a déjà asphalté presque 2/3 de la surface qu'on devrait revêtir. En tout cas, je dirais d'une manière générale, nous sommes à 95% de réalisation. Parce que là, il ne reste qu'une seule rampe. On est en train de finaliser les travaux de la couche de base. Et après reviendra le travaux de revêtement en enrobé dense. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les gros ouvrages sont terminés. La deuxième rampe de la descente en direction de l'aéroport international de Njili n'attend plus qu'à revêtir sa couche de roulement en enrobé. Outre des travaux d'assainissement en cours, des aménagements ont été effectués en dessous du pont pour améliorer davantage la fluidité de la circulation. Oui, ici en bas, il y a eu des aménagements. C'est toujours dans le cadre de ces travaux-là. Il y a eu les pavés qui n'existaient pas, qu'on a dû aménager ici pour orienter les usagers sur plusieurs voies qu'ils auront à prendre, parce que vous avez la voie ici, l'avenue qui va vers des bonhommes, et l'autre avenue qui va vers le quartier Salongo. Alors il faudrait donner, donc après quand on aura fait les travaux de marquage, à ce moment-là on va orienter les gens sur quelle direction il faut prendre.
Au niveau du marché de la Liberté, les travaux sont réalisés à 70%. Le pont a été érigé avec sa dalle de la chaussée. Les murs de soutènement posés l'ont s'attelle au remblayage des 2 rampes du Saut des Moutons. Avancée des travaux également au carrefour de Mokali sur le boulevard Lumumba, les bois de coffrage enlevés, signe de la fin des travaux du pont. L'on procède de ces jours au remblayage et au compactage des 2 rampes du Saut des Moutons. Nous sommes à 80%. Et d'ici là, cet ouvrage aussi sera livré. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Les travaux avancent. Les longues files, les embouteillages seront couronnés par des lendemains meilleurs, rassure l'ingénieur Mukwanga du bureau technique de contrôle. Nous tendons progressivement vers le bout du tunnel. Donc, dans de meilleurs délais, cet ouvrage sera mis à leur disposition aussi. Nous avons accompagné le chef de l'État dans sa vision de doter les pays des ouvrages fiables. Ces projets visent principalement à améliorer la mobilité des usagers, de la population dans cette zone. Les bruits des avions à bord de l'aéroport international d'Ndjili ont repris. Les trafics aériens n'a certes pas encore repris avec la fréquence habituelle, mais la crainte d'importer le coronavirus plane et pour ce faire, un important dispositif sanitaire a été mis en place. Pierre Kibambeso Moïsa pour les détails. Conformément à la mesure de réouverture des aéroports de la RDC aux avions des passagers annoncés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le respect strict des mesures barrières à la pandémie de coronavirus, les vols nationaux et internationaux ont repris à l'aéroport international de Ndjili. À leur arrivée, les voyageurs passent à travers des portiques de désinfection et sont accueillis par les services du programme d'hygiène à la frontière et de la régie des voies aériennes. Dès que le passager arrive, il avance vers l'agent qui est commis à ce poste pour le prélèvement de la température. On remet au voyageur sa fiche sanitaire. Il présente aussi sa fiche de négativité ou certificat de négativité de Covid-19. Ici, le passager vient pour payer son GoPass. Et ici, vous voyez, il y a la distanciation qui est prévue pour que les passagers ne puissent pas s'entasser. Et il y a des gels qui sont... Voilà. Donc, ça, c'est automatique. À Ndjili, toutes les dispositions sanitaires sont réunies, rassure le commandant aéroport de la RVA, Guy Mavouba, qui atteste que les compagnies d'aviation renouvellent leurs horaires de vol. Et tous les box ont été protégés. Ça, nous venons de placer ça, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous avons eu les vols internationaux. On a eu, depuis le matin, on a eu 3 vols. Il y avait aussi le matin Askai. Donc Askai est parti le matin. Pendant la journée, on a eu Turkish et Éthiopien. Nous aurons Air France. D'abord Éthiopien le matin. Au départ, comme à l'arrivée, rien n'est laissé au hasard. Les voyageurs passent par le contrôle sanitaire et sont conviés au respect strict des gestes barrières à la Covid-19. Il vient attendre... Autre chose, voilà, près d'une semaine que la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a entamé une tournée dans des écoles. Le but est d'encourager les élèves, plus particulièrement les finalistes, à donner le meilleur d'eux-mêmes durant les épreuves organisées. Naïcha Kialamouila et Charmant Lelo Zolana étaient dans la suite de la première dame. C'est en quelque sorte un rappel des troupes avant l'ultime preuve. À l'approche de l'examen d'État, l'épouse du chef de l'État a passé toute une dizaine de jours à faire la ronde des écoles de la capitale pour sensibiliser les élèves finalistes à faire des grandes distinctions pour espérer être sélectionnés au programme de Bourse Excellencia. Pour la dernière étape de sa ronde, 7 établissements ont reçu la visite de la première dame de la République. De l'école Kimbangiste de Kessavubu au collège Mama Waboboto de Massina, en passant par l'école islamique de Lingwala, l'institut Kanlufungula, le collège Saint-Raphaël et le collège Bonsomi, Denise Nyakeru Tshisekedi a laissé un seul message, travailler durement et avec conscience. Saisissant l'opportunité lui offerte grâce à cette visite, l'épouse du chef de l'État,
qui reconnaît que la pandémie du coronavirus a sérieusement impacté le déroulement des cours, a rappelé à ses élèves l'observance stricte des gestes barrières. Elle a par la même occasion distribué des gels désinfectants, des masques et des thermoflash. Après avoir parcouru plusieurs écoles pendant des jours, c'est au lycée Chaoumba que la première dame passe le moment le plus émouvant. Dès son arrivée, l'épouse du chef de l'État prend conscience de l'histoire d'une lycéenne drépanocytaire et prise en charge par l'école, après l'abandon des parents il y a plusieurs années. Depuis la première, je n'ai jamais payé les Minerval. Je mange à l'école, parfois je manque la nourriture et voilà. Si la première dame compte m'aider vraiment, que Dieu la bénisse et puis... Moi, Nzapa Kouketia. Sensible à la question de la drépanocytose qui fait partie de sa vision première, la présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, a décidé de prendre en considération ce énième cas. On va entrer en contact avec tes parents pour pouvoir te suivre à l'hôpital, d'accord? Sois forte. Sache que tu rentres d'office dans le programme Excellencia. Grâce à cet échantillon représentatif des établissements d'enseignement secondaire parcourus, la première dame a suffisamment donné une motivation supplémentaire à ses finalistes et a enregistré par la même occasion les doléances des responsables. La crise sanitaire et son côté positif, il n'est pas si représentatif par rapport à son impact négatif. L'enseignement à distance serait-il ce nouveau modèle pratique dans l'apprentissage? Les ministres d'État, ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, optent pour la modernisation de l'enseignement. Ces derniers a visité l'Académie des sciences et des technologies. C'est un commentaire de Séverine Pascal Katanda Kamba. C'est décidément vers le numérique chemine l'enseignement en République démocratique du Congo. L'expérience du confinement est mise en exergue. Le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, s'en est lui-même rendu compte ici à l'Académie de sciences et de technologie. Dans cette institution sont à l'œuvre de start-up locales telles que Info7 qui facilitent l'interaction entre enseignants et élèves depuis leur domicile grâce à un système informatique présenté au ministre d'État. La tablette encyclopédique Scolab Tab qui regorge toutes les leçons conformes au programme éducatif congolais accessible sans exigence de connexion Internet. Nous sommes dans un monde en mutation. Et aujourd'hui, ce sont les numériques. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui conduit tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi il faut insérer dans les programmes scolaires cet important outil informatique. Et c'est ça la vision clairement définie par le président de la République, chef de l'État. C'est la vision du gouvernement. La mutation de l'enseignement vers le numérique est donc en cours en République démocratique du Congo. Willy Bakonga, qui a lui-même impulsé cela lors de la trêve scolaire avec les cours à distance, inscrit cette journée dans cette approche déterminée à propulser ces secteurs vers l'enseignement moderne dont la CITEC fait figure de modèle. Tout est donc question du temps pour voir les autres établissements scolaires de la RDC basculer dans le numérique. Une perspective proche, selon Willy Bakonga, qui ne ménage aucun effort dans ce sens, conformément à la vision du chef de l'État de faire du numérique un véritable levier du progrès social. Et pour les écoles qui n'ont pas la possibilité de faire usage des nouvelles technologies, le respect des normes sanitaires serait les seuls boucliers pour faire face à la Covid-19. Les caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa a remis des kits scolaires à quelques écoles de la capitale, nous dit Sylvie Moembo. Le président du caucus des députés nationaux élus de la ville de Kinshasa, Godard Motemona, a entamé cette tournée de distribution le lundi à l'école primaire EP2 Montbélé et à l'école secondaire Saint-Armand, toujours à Montbélé dans la commune de Limété. Ici, des kits de lavage de mains, de masques et des gels hydroalcooliques, y compris de matériel didactique, ont été distribués. La distribution s'est poursuivie à l'Institut Insanza de Montbélé qui a aussi bénéficié de mêmes kits, c'est-à-dire ceux pour le respect des gestes barrières et des fournitures scolaires et matériels didactiques.
Deuxième étape, le mardi 18 août, à l'école catholique Saint-Félix de Montbéliard, le même kit ont été remis aux élèves de cette école. Geste qui a réjoui les finalistes qui n'ont pas manqué de remercier ses bienfaiteurs. À notre honorable pour avoir pensé à nous aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère bien que ce n'est pas la dernière fois. Il ne manquera de nous voir pour les prochaines occasions. Après l'école Saint-Félix, le cortège du président du caucus des députés nationaux élus de la ville de province Kinshasa s'est ébranlé vers l'Institut Lumumba où des kits sanitaires ont été également distribués. Pour l'honorable, il a toujours assisté l'Institut Lumumba et que nous continuerons à continuer cet partenariat. Partout où il est passé, le député national Godard Motemona a tenu à sensibiliser les élèves rencontrés sur le coronavirus qui existe réellement. On a profité de cette occasion pour prendre certaines dispositions afin que nos enfants étudient dans les meilleures conditions, notamment la protection sanitaire. Ces devoirs de sensibilisation incombent à tous les leaders de toutes les disciplines que ce soit. Ils doivent suffisamment marteler sur l'observance des gestes barrières. Et puis c'est communiqué de la radio-télévision nationale congolaise suite aux travaux de maintenance des équipements de l'émetteur Binza ce mercredi après le journal de minuit s'agissant du remplacement du disjoncteur du centre émetteur Binza. Quelques perturbations seront observées. La radio-télévision nationale congolaise présente ses excuses à tous les téléspectateurs et annonce que la situation sera rétablie après ces travaux faits à Kinshasa. Mercredi 19 août 2020, ces communiqués portent la signature du directeur général Ernest Kabila Ilunga. Poursuivant ce journal, un contrat de performance vient d'être signé entre la SCTP et les conseils supérieurs du portefeuille. Les 10 contrats portent sur l'évaluation du programme d'action 2019 et l'harmonisation du projet 2020. Les explications avec Pierre Mbouyou Saïdi. Booster les acquis efficaces de la gestion rationnelle axée sur les résultats professionnels concrets de toutes les entreprises du portefeuille de l'État à travers la valorisation des aspects positifs de la bonne gouvernance administrative, technique et financière, principal leitmotiv du ministère du portefeuille par le biais du Conseil supérieur du portefeuille qui a procédé à la signature officielle du contrat de performance professionnelle avec la Société commerciale de transport et port SCTP, une signature apposée au bas du procès verbal sanctionnant la clôture des travaux d'audit de la commission mixte CSP-SCTP pour une cartographie efficace des risques. L'exécution physique des actions prévues au programme d'action 2019 a atteint un taux excellent de 90%. Il y a eu une approche de rationalisation des charges de ces missions par rapport aux moyens disponibles. Ces documents administratifs de haute portée professionnelle qui a évalué les programmes d'action 2019 du département d'audit interne a balisé également et jeté les jalons du plan d'action 2020 de cette structure de la SCTP. Considérant l'importance de la mission de l'audit interne comme l'année dernière, nous mettons tout en œuvre pour qu'il soit mis à sa disposition des moyens conséquents pour l'exécution de l'essentiel de son programme d'action et que les recommandations formulées à l'issue de ces audits soient appliquées. À travers la signature de ces procès verbaux, la haute direction de la SCTP compte sur l'accompagnement de la présidence du CSP pour la réussite de la mission lui confiée par le gouvernement de la République. Parmi les dossiers récurrents dans des cours et tribunaux, l'on note également les conflits fonciers. Le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, a examiné les questions foncières de la province de l'Ituri avec l'autorité provinciale Guy Blaise Kiti qui nous en dit un peu plus. La République démocratique du Congo est riche en sol et en sous-sol. Les fonciers constituent un des piliers pour l'épanouissement d'une communauté et en même temps les nerfs de guerre, objet de conflits. Le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, en a fait son credo pour réduire au maximum le conflit foncier. Dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et tant d'autres, la terre est parfois à la base des conflits armés. Nous avions échangé avec son Excellence par rapport aux solutions et aux perspectives pour qu'il y ait moins de conflits fonciers devant
les cours et tribunaux, mais aussi la perspective de la numérisation du cadastre qui devra effectivement répondre aux besoins d'une bonne administration et à la rentabilité. Nous avons aussi échangé comment nous pourrions assurer l'autorité administrative au niveau de nos provinces, comment encadrer tous les agents qui sont dans ce secteur, parce que c'est un secteur porteur pour le gouvernement central, mais aussi les gouvernements provinciaux. Nous avons aussi effleuré certaines questions liées à la maximisation des recettes. Il y a des perspectives que le ministre vient de nous partager. Il pourra faire un tour dans nos provinces pour qu'ensemble nous puissions travailler sur une cartographie de la catégorisation des notaires par rapport à la fiscalisation qui devra être défendue par lui au niveau du gouvernement, parce que nous voudrions que les terres de nos provinces soient sécurisées par les titres et ainsi ça pourra nous permettre de diminuer le nombre de conflits que nous avons, qui sont pendant devant les jurys. La numérisation des espaces terriens, la remise des titres fonciers aux provinces et les assignations sont là. Les assurances du ministre des Affaires foncières s'accomplit à ses hôtes. Il promet de veiller personnellement à la réalisation de ces objectifs et une mission d'itinérance en province est projetée dans les tout prochains jours. Et cette autre question, quel modèle des petites et moyennes entreprises pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030? Les assises des États généraux des PME s'épanchent sur cette question. Le secrétaire général au PME, Joseph Lunanga, est au micro de Jacques Gaboua-Bamugumina Sedouga. Il n'y a pas de lecture à faire. Je suis venu annoncer la tenue à partir de demain, le 20, des États généraux des petites et moyennes entreprises et artisanats. Ça se passe demain au CEPAS. Il faut que le public le sache. C'est une grande activité. C'est la première fois que ça se fait dans notre pays. Les États généraux des PME, nous voulons réfléchir sur les réponses à apporter aux multiples difficultés que connaissent les PME dans notre pays. Vous savez très bien que les PME constituent la trame de l'économie de notre pays. L'économie de notre pays repose aujourd'hui sur les PME. Donc, il faut que nous puissions trouver des solutions durables et novatrices et inclusive pour relever les niveaux de nos PME. Nous voulons réfléchir sur lesquels PME dont notre pays a besoin pour relever l'économie du pays à l'horizon, pour cette émergence en 2030. Parce que nous savons très bien que notre pays a ambitionné d'être émergent en 2030. Mais alors, pour émerger, il ne faut pas croire que ça viendra par avion ou par fusée. Ça part par l'économie. L'économie repose sur les PME. Et donc, nous devons savoir quels sont les PME là qui vont permettre à notre pays d'émerger à l'horizon 2030. Les PME éprouvent énormément de difficultés. Mais on ne va pas s'arrêter au niveau des difficultés. Ressasser les difficultés tous les jours, ça ne nous avance à rien. Nous devons chercher des solutions. Et les États généraux que nous organisons demain, dès demain, ça part du 20 au 24, c'est pour trouver des solutions novatrices. De l'espérance, du courage pour surmonter sa situation des victimes des violences sexuelles, la coordination nationale du mouvement des survivants des violences sexuelles en République démocratique du Congo sollicite l'accompagnement de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, pour le soutien au projet initié. Images et commentaires. Être victime ou survivant d'une violence sexuelle équivaudrait à garder pendant longtemps un traumatisme. Pour libérer la parole des victimes, la coordination nationale du mouvement des survivants des violences sexuelles en République démocratique du Congo s'associe au ministère du Genre, Enfants et Famille pour mener ces combats. Sa coordinatrice, Tatiana Mukaniwa, a sollicité de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, son accompagnement dans les projets pilotes du Fonds mondial des réparations. Cette année, le docteur Denis Mukwege, avec la Fondation Panzi et les fonds global pour le survivant, a mis en place un projet pilote et nous avons parlé avec Madame la ministre sur ce projet-là qui pourrait nécessairement se faire au Sud Kivu, au Nord Kivu et au Kasaï central. Et nous sommes optimistes parce que ce projet-là pourrait être un exemple pour montrer que les réparations peuvent être données aux survivants de violences sexuelles. Elle-même survivante des violences sexuelles, Tatiana Mukaniwa appelle les victimes à briser la glace, à prendre courage et regarder l'avenir autrement. Ce n'est pas toujours facile de s'élever, de tenir la tête haute quand on a été victime de violences sexuelles. Bien sûr que ça prend du temps,
C'est important de parler, c'est important de briser les silences. Et nous, en tant que survivants de violences sexuelles, en tant que mouvement, nous serons toujours là pour porter leur voix, nous serons toujours là pour les soutenir. Comme quoi, se remettre dans le sens de la marche serait l'unique solution pour tourner la page. La République démocratique du Congo, l'un des pays au sud du Sahara dont les besoins en termes d'aide humanitaire sont croissants. La journée internationale de l'aide humanitaire a été célébrée également à Goma, dans la province du Nord Kivu, nous dit Edith Chalakatala. Le monde entier célèbre chaque 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour cette année, la ville de Goma a été choisie pour cette manifestation. C'est le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikai Mabuluki, qui a présidé cette cérémonie et a ouvert les activités commémoratives de la Journée mondiale de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, Steve Mbikai a rendu hommage à tous ceux qui ont donné leur vie au service de la paix, du développement et des droits humains. Pour cette année, souligne le ministre des Actions humanitaires, un élan de solidarité et de gratitude sera manifesté à tous les travailleurs humanitaires qui portent secours, parfois au prix de leur vie, aux personnes affectées par les différentes crises. À l'en croire, face aux crises humanitaires, il est important de se consacrer désormais à l'urgence et à la possibilité d'agir promptement afin de sauver des vies. En effet, ces dernières années, notre pays fait face à plusieurs flambées épidémiques telles que le choléra, la maladie à virus Ebola, la poliomyélite et la rougeole qui ont altéré le bien-être de la population. Pour prémunir le pays de tous ces effets néfastes, le gouvernement de la République vient d'instituer un programme dénommé Caravane humanitaire. Après cette cérémonie, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale s'est rendu à Ndosho, à 15 km de Goma, où il a procédé à la remise officielle des réserves d'eau, œuvre de l'UNICEF au gouvernement provincial du Nord Kivu, représenté par le ministre provincial de l'Intérieur. Le comité de suivi du plan d'action de la police nationale congolaise sur les violences sexuelles s'est réuni autour de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et des luttes contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou-Moulop. Les participants à cette réunion ont réagi au micro des Zaki Kikoutazaadian. D'aujourd'hui tournait essentiellement à ce que nous puissions nous assurer que toutes les parties prenantes qui doivent faire partie du comité de suivi ont envoyé les listes de leurs membres, mais surtout essayer de valider le règlement intérieur parce que ce sont des préalables. Et la prochaine réunion va consister à la validation de ces règlements d'ordre intérieur qui sera transmis au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour la signature. C'est en ce moment-là que va effectivement démarrer la mise en œuvre du plan d'action de la police nationale congolaise. Les violences sexuelles font partie d'une des violations graves des droits fondamentaux de la personne humaine et surtout que la police nationale congolaise est un partenaire privilégié du bureau dans la lutte contre les violations des droits de l'homme et dans le renforcement d'un état de droit en RDC. La collaboration est bonne, la coopération a été très bonne ce matin. Nous avons échangé les idées afin de voir comment mettre en place le comité de suivi et faire fonctionner ce plan d'action de la PNC contre les violences basées sur le genre. Ma présence ce matin à la réunion de Madame la conseillère, ce plan d'action, c'est par rapport à un engagement entre le gouvernement, notre gouvernement RDC et les Nations Unies. Elle tient, donc elle est en train de nous encadrer de manière à ce que les objectifs puissent être atteints. Un communiqué officiel, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire porte à la connaissance du public que dans les cadres de la coopération bilatérale, le Japon vient d'informer la République démocratique du Congo de l'ouverture des inscriptions au concours pour la bourse du gouvernement japonais intitulé « Bourse pour étudiants » à l'université pour l'année fiscale 2021 d'une durée de 5 ans allant de la période d'avril 2021 à mars 2026. Les candidats désireux de concourir à cette bourse doivent répondre aux principaux critères.
être bilingue anglais-français, car la procédure de sélection se déroulera en anglais et avoir la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, bien sûr, être né le 2 avril 1996 ou après le 2 avril 1996, être détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, être en bonne santé physique et mentale, être disposé à arriver au Japon dans la période du 1er avril au 7 avril 2021. Les dossiers d'inscription au concours de la dite bourse peuvent être déposés directement ou expédiés par voie postale à l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo. Ces communiqués portent la signature des Poncien Kamina Kabangu. Et puis ces communiqués de la RTNC avant de boucler complètement ce journal suite aux travaux de maintenance des équipements de l'émetteur Binza ce mercredi après le journal de minuit s'agissant du remplacement du disjoncteur du centre émetteur Binza. Quelques perturbations seront observées. La radio-télévision nationale congolaise présente ses excuses à tous les téléspectateurs et annonce que la situation sera rétabli après ces travaux faits à Kinshasa mercredi 19 août 2020. Ces communiqués portent la signature d'Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. C'est la fin de ce journal de Jacques Gaboaba Mugumina Sedouga. Les rendez-vous avec l'actualité, c'est à minuit dans une présentation de Getty Omatuku. Au revoir.